Vous écoutez Malragon tome 3, Conquête. Un livre écrit par L.P. Sicard et lu par la voix modélisée de Nicolas Charbonneau. Chapitre 1. Voilà plus d'un siècle que nous rêvons d'un monde sans frontières, d'un monde uni. Le projet Brenner, par son audace, nous prouve que nous avons raison de rêver et que la lutte est loin d'être terminée. Entrevue radio. Après toutes les étapes traversées, après tous les défis, réussis ou manqués, après la détresse et l'allégresse, on ne pouvait qu'observer Malragon d'un œil incertain, sentir sa chaleur avec un frisson, ses odeurs emplissant les narines. Chaque douceur pouvait receler une épine, chaque parfum un poison, chaque étendue quelque piège. Et chaque nuit pouvait être synonyme d'un énorme et déstabilisant bouleversement. Du moins, c'est ce que plus d'un croyait encore. Quelques heures à peine s'étaient écoulées depuis l'éveil des délégations canadiennes et françaises sur le sable clair de la Grève, depuis leur baignade paradisiaque dans l'eau claire de cette oasis, trouvée au cœur de la jungle, où ils avaient pu se nettoyer le corps aussi bien que l'âme de leur douleur. Car c'est bien là une chose qu'avait comprise Alex. Se morfondre, se désoler éternellement de la mort d'autrui ne ferait qu'accélérer son cheminement vers la sienne propre. Malragon n'attendrait certes pas que ses occupants vivent leur deuil comme il se doit. Les dangers sont insensibles à la fragilité émotionnelle de l'être humain. Le serpent tapi sous un rocher ne fermera guère sa mâchoire venimeuse devant les larmes. Le piège se refermera sans hésiter sur la jambe qui titube. Chaque faiblesse serait par ailleurs un avantage de plus pour les Russes, rivaux d'hier et de demain dans ce recoin perdu de l'univers. À cet égard, les paroles de Damien, prononcées par la voix tremblotante de Nelly, étaient encore vives en la mémoire d'Alex. Peu importe où nous allons, peu importe quelle résistance nous comptons offrir, ils finiraient par nous trouver et tous nous tuer. Oui, ils étaient bien en guerre. Devoir se battre contre un monde imprévisible et infiniment dangereux ne suffisait pas. Il fallait que l'homme soit l'ennemi de l'homme, comme toujours il en fut dans l'histoire. Le temps pressait. Ici comme ailleurs, son emprise était inexorable. Le temps est le créateur et le bourreau. Il dicte, permet et condamne. S'il fallait d'une part se prémunir contre la guerre imminente entre les délégations, on craignait d'autre part l'apparition de la nuit-ombre, cette vapeur cristalline somnifère s'écoulant du ciel à chaque tombée de la nuit. Le cœur de Malragon avait certes été transpercé par le couteau de Trevor, puis tranché longuement à faire jaillir tout son sang, mais rien n'indiquait encore que ce phénomène étrange avait définitivement cessé. Ils étaient désormais 10. 10 de 2 délégations différentes, 10 d'un passé inconnu, inexistant, fragmenté. Autant de jeunes hommes et de femmes avides de savoir, menacés par le passé, le présent et le futur. De la délégation canadienne, Alex, Nelly, Annie, Trevor, William et Déborah. De la délégation française, Thomas, Albert, Roderick et Eva. 10 survivants abandonnés, laissés à eux-mêmes dans un environnement qu'ils tardaient à comprendre et dont le sort était encore incertain. Combien d'autres survivants comme eux se trouvaient-ils là, quelque part sur Malragon, à chercher par tous les moyens à assurer leur subsistance? Les Japonais, ces alliés dont le chemin s'était écarté du leur, devaient s'être trouvé un recoin où s'établir. Y en avait-il d'autres? Combien de pays de la Terre avaient été dépêchés sur Malragon? Peut-être le découvrirait-il bientôt, peut-être ne le saurait-il jamais. Il en allait de même de ces êtres à l'origine de leur mésaventure. Qui étaient-ils? Que voulaient-ils? S'il ne s'agissait que de planter des drapeaux dans le sol, des robots n'auraient-ils pas pu s'en charger eux-mêmes? Non, il y avait une raison à leur présence en ce lieu insolite. Une raison qu'on leur cachait et qu'ils risquaient de ne pas découvrir avant de mourir. N'est-ce pas affreux de risquer sa vie pour une cause que l'on ignore? Alex était assis près de l'étang dont la cascade, s'y jetant, émettait son chuchotement apaisant. Le ciel brillait de son soleil de midi, faisant réfléchir ses rayons sur la surface claire de l'eau, où nageait une multitude de poissons multicolores. Ce bassin était magnifique. Les innombrables joyaux encastrés dans sa paroi lui donnaient l'aspect d'un bijou gigantesque. Sur les troncs d'arbres affaissés qui le traversaient, Trevor regardait d'un air songeur les poissons s'agiter, cogitant un moyen de les capturer avec le peu de matériel dont il disposait.
L'ombre de la cavité rocheuse dans laquelle il était à l'abri lui offrait une fraîcheur incomparable. La chaleur, sans être étouffante, était plutôt inconfortable. Par chance, l'eau de la chute était limpide. Lorsqu'il s'y était abreuvé en se baignant dans le bassin, il avait constaté son insipidité et n'avait depuis ressenti aucun malaise. Avoir une source d'eau potable à sa portée était inestimable. Celle-ci devait provenir de la montagne, au sommet enneigé qu'ils avaient aperçu au loin sur le continent, à leur réveil sur la grève. Alex sursauta lorsque Nelly se laissa tomber à ses côtés sans avertissement. Sa surprise laissa subitement place à un bonheur et à une gêne qu'il essaya tant bien que mal de lui cacher. La blonde lui souriait, ses taches de rousseur auréolant son visage aux pommettes rouges. Il avait bien en mémoire les derniers instants partagés avec cette jeune femme extraordinaire. Sans l'ombre d'un doute, il s'en souviendrait toute sa vie. Leur baignade sans vêtements ni contrainte dans le bassin, leur baiser échangé en secret sous l'eau cristalline, leur aveu qui avait suspendu l'inexorable temps en plein vol et enserré son cœur d'une chaleur enivrante. Tout était là, dans ce sourire qu'elle lui adressait et qui se reflétait sur son propre visage, ainsi qu'en un miroir. Quel avenir la vie leur réservait-elle? Alex n'osait y réfléchir. Il y avait trop à faire pour s'attarder à de légers sentiments, même s'ils accaparaient presque la totalité de ses pensées. Cet amour à ses premiers élans ne lui était qu'un heureux possible dans une vie destinée à autre chose, qu'un baiser soufflé aux conscrits qu'on envoie au front dans une guerre qui ne le concerne pas. Mais plus encore qu'un latent futur, cette liaison, cette complicité qu'il avait avec Nelly était une raison de plus pour se battre, pour survivre. Si le drapeau canadien planté dans le sable lui avait fourni un sentiment similaire, il n'était en rien comparable à l'ampleur qu'il avait à cet instant au nom de l'amour. Malgré tout ce qu'il avait à dire et à penser, malgré toutes les tâches qui devaient être accomplies le plus tôt possible, il laissa ses yeux se perdre en ceux de Nelly, savourant silencieusement cette joie inaccessible qu'il ne faisait qu'effleurer du cœur. Un vertige amplifia sa respiration et lui donna tout à coup l'envie de l'embrasser de nouveau. Il retint cette pulsion en détournant ses yeux vers le bassin dans lequel Trevor essayait à présent de capturer un poisson à l'aide d'une branche utilisée à la manière d'une lance. « Que faisons-nous maintenant » lui dit alors Alex, s'efforçant de ne pas laisser paraître toute la langueur qui le saisissait. « Comme nous avons toujours fait. » Elle lui décocha un sourire aussi énigmatique que sa réponse. « Les experts en survie se chargeront du feu. Le botaniste nous trouvera fruits et racines. Toi, tu iras explorer les environs. Et moi, je soignerai tes blessures. » Son sourire s'étira, puis se mua en rire que tous deux partagèrent allègrement. « Trevor, viens me donner un coup de main !» s'écria une voix depuis les broussailles, de l'autre côté du bassin. « Tu t'amuseras avec les poissons plus tard. » L'expert en survie canadien maugréa tout en projetant sa lance improvisée dans le fourré d'où avait semblé provenir cette voix. « Ah, j'avais oublié que vous, les Français, vous étiez incapables d'allumer un feu » railla-t-il à l'intention d'Albert. Ce dernier émergea des feuillages, brandissant la branche au bout de son bras. « Tu sais que tu as failli m'assommer avec ça ?» Quelques esclaffements s'élevèrent tout autour. Alex et Nelly décidèrent de rejoindre les deux experts afin de leur prêter main forte. Un feu n'était pas nécessaire par cette chaleur, mais pour avoir vu Trevor en allumer un par le passé, Alex savait que cela pouvait nécessiter des dizaines de minutes, voire des heures, et il serait plus difficile de réussir cette épreuve dans l'obscurité. Par ailleurs, des braises leur permettraient de cuire le poisson, si bien sûr on réussissait à en attraper. Lorsque tous deux arrivèrent à l'endroit où des cailloux avaient été déposés en cercle, ils découvrirent les autres membres du groupe assis à même des souches et des pierres. Des signes de main et de tête se chargèrent de les saluer, afin de ne pas déconcentrer Albert et Trevor, penchés au-dessus des branches qu'ils s'évertuaient à frotter l'une contre l'autre. Alex s'assit près de William, qui tapota une bûche à sa gauche. Nelly, quant à elle, s'assit entre ses jambes à même le sol, s'appuyant le dos contre ses genoux. William eut un froncement de sourcils étonné, mais se retint de poser quelques questions. « As-tu pu observer un peu la végétation ?» lui demanda Alex, en guise d'introduction. « Je n'ai eu le temps que d'y jeter de brefs coups d'œil, » répondit le botaniste. « Mais je peux te dire tout de suite qu'il y aura énormément de choses intéressantes à découvrir. Je ne doute pas que nous trouverons aisément de quoi nous sustenter, et plus encore. »
À ces mots, Alex leva la tête vers les cimes des arbres qui les couvraient des rayons cuisants du soleil. Une dizaine de variétés d'arbres, immenses comme petits, joignaient leur feuillage. Quelques fruits pendaient aux branches des uns. Des fleurs, aux formes éblouissantes projetant une lumière noyée dans la clarté du jour, brillaient à l'extrémité des autres. Il aperçut même une ombre se faufiler dans les frondaisons, sans doute un animal ou un insecte géant. Ces observations lui rappelèrent que l'environnement était singulier à plusieurs égards. À leur éveil près de la mer, on avait rapidement constaté que la forêt semblait être un amalgame de tous les mondes traversés jusqu'à présent. Dans cette chaleur et dans ce sable, se mêlant à la terre, se trouvait le désert de leurs premiers jours. Ces arbres, fleurs et fougères gigantesques rappelaient la forêt immense. Ces arbres morts, ici et là, près des marais traversés, évoquaient leur troisième jour. De même, la forêt enchantée étalait ses richesses un peu partout, et Alex ne doutait pas qu'un volcan sommeille sous cette montagne au sommet enneigé. Lorsque le cœur de Malragon avait été transpercé, tous les écosystèmes semblaient avoir fusionné en un seul. Il ne restait plus qu'à découvrir si ces transformations étaient permanentes ou si tout se modifierait à nouveau le lendemain. Il n'était pas impossible non plus que les entrailles du monde soient à même de se régénérer, de guérir cette blessure qui, somme toute, avait été petite vu l'immensité de ce corps organique. « Oh, tu l'as presque !» Cette exclamation d'Albert ramena l'attention d'Alex aux tentatives de Trevor, qui faisait tournoyer la branchette entre ses paumes avec ardeur. De la sueur coulait à grosses gouttes le long de son visage, à demi recouvert de son cache-œil. Frappée d'excitation, Nelly tapotait de ses mains les genoux de son amoureux en s'approchant de la fumée qui timidement s'élevait. Le borgne poursuivit ses efforts jusqu'à ce que, sans crier gare, il s'écarte brusquement. « Les brindilles! Les brindilles! Vite !» Le Français s'exécuta et apporta à toute vitesse quelques brindilles amassées au creux de ses paumes. Avec une grande précaution, Trevor laissa tomber les poussières charbonneuses au sein de ce petit nid de combustible. Il souffla ensuite doucement, comme il savait si bien le faire, jusqu'à ce que la fumée gagne en intensité et qu'une flamme, timide, fasse crépiter le bois. La motte fut ensuite déposée au centre du cercle de cailloux. Tout autour, on s'affaira à ramasser des branches de bois éparses, que l'on donna aux deux experts en survie. Ces derniers les empilèrent savamment autour des flammes, de sorte à ne point étouffer le feu. Bientôt, un brasier stable et suffisant projeta sa rassurante chaleur sur le groupe autour. Ceux dont les vêtements étaient mouillés retirèrent leurs tricots, qu'ils suspendirent à une branche afin de le sécher. Puis, tous se retrouvèrent en position assise, entourant ce petit feu qui les envoûta en silence durant quelques minutes. Annie, la tisserande, fut la première à prendre la parole. « Que ferons-nous aujourd'hui » D'aucuns se consultèrent sans oser prendre la parole. Par où commencer ? Il y avait tant à faire, et pourtant, énoncer clairement des consignes ou une démarche à suivre apparaissait si difficile. « Je ne sais pas pour vous, » déclara William le premier. « Mais j'ai une faim d'ogre. Je ne me souviens pas d'à quand remonte notre dernier repas. Je me laisse encore quelques minutes ici, et je pars cueillir de quoi nous nourrir. » Alex hocha la tête à répétition. À la seule évocation de nourriture, son estomac gargouilla de supplications. Eva, cette Française aux yeux sombres, annonça qu'elle l'accompagnerait. « Trevor et moi trouverons un moyen d'attraper ces poissons », ajouta Albert en tapotant l'épaule de son compagnon. Ce dernier témoigna son étonnement d'être ainsi nommé sans son consentement, en haussant le sourcil de son œil fonctionnel. « Je crois avoir aperçu des plants de coton sur notre chemin, ainsi que quelques plants de lin, » commenta la tisserande. « Avec un peu de chance et de temps, je pourrais faire quelque chose avec ces matériaux. » Contre toute attente, Roderick, l'ancien chef de la délégation française, hocha sa tête chauve. « Je viendrai avec toi. » Déborah, bien qu'elle n'eût plus son arbalète en sa possession, se proposa pour patrouiller dans les environs. La menace russe n'était pas à prendre à la légère, il fallait donc quelqu'un pour surveiller la forêt en permanence. Enfin, il ne restait plus qu'Alex, Nelly et Thomas. Ceux-ci se désignèrent pour construire l'abri dans lequel tous dormiraient, la nuit venue. Il y avait, dans cette forêt hétéroclite, tout le nécessaire pour construire un logis plus sophistiqué que leur précédent domicile de fortune. Après tout, ils comptaient rester ici de manière définitive,
si bien sûr, Malragon ne les obligeait pas à s'enfuir. On profita de nouveau de ces quelques minutes d'accalmie, en silence. Trevor alimentait le feu en branches à mesure qu'elle se consumait en crépitant. Alex, voyant que sa réserve de combustible tirait à sa fin, se redressa afin de chercher de nouveaux rameaux après s'être écarté doucement de Nelly. La première branche qui attira son attention était partiellement camouflée par un buisson aux feuilles palmées. Elle brillait d'un éclat singulier, comme un bijou d'argent caressé par la lumière oscillante d'une bougie. En s'approchant, Alex remarqua qu'il s'agissait plutôt d'une plante à part entière, plutôt que d'une simple branche. Elle ressemblait à une tige orpheline de bambou striée, plantée dans la terre. Quelques autres, similaires, croissaient à proximité. Il en saisit une de ses deux mains et tira afin de la déraciner, comprenant à son premier échec qu'il serait plus difficile d'extirper une tige métallique qu'escompté. Affinant sa prise, il joignit ses mains et tira de plus belle jusqu'à ce que, dans un craquellement de terre, le bambou d'argent s'arracha complètement. Quelques branches ornaient cette tige du diamètre d'un bâton de baseball. En voulant les briser, Alex se rendit à l'évidence que la force de ses mains serait largement insuffisante pour rompre du métal, car c'en était bien. Il considéra attentivement l'aspect de la lourde tige entre ses doigts, puis rapporta sa trouvaille près du feu, s'attirant aussitôt questions et exclamations. « Où as-tu trouvé ça ?»« C'est un arbre de métal. Il y en a de pareils un peu partout. » En déposant la partie allongée du végétal au sol, Alex remarqua qu'elle était creuse, comme si elle n'était constituée que d'une écorce. Sans trop réfléchir, il en approcha du feu, les racines entortillées. « Mais qu'est-ce que tu fais ?» s'exclama William en reculant d'un bond. « Cette chose pourrait exploser. »« Détends-toi » le calma Trevor non sans agacement. « Tu vois ? Il n'y a rien de dangereux, bien que je doute qu'une telle branche nourrisse véritablement notre feu. » Nul ne prédit ce qui se produisit quelques minutes plus tard. Plongées dans les braises, les racines d'argent se mirent à rougeoyer de la même incandescence, puis elles ramollirent et se décomposèrent jusqu'à s'égoutter lentement sur les charbons ardents. Alex, aussi fasciné qu'intrigué, voulut retirer la tige du feu, mais dès que ses mains touchèrent le haut de la tige, pourtant à plus d'1 mètre de sa base, il les retira vivement en hurlant de douleur. « Bien sûr, c'est brûlant, idiot !» le rabroua Trevor en se levant. « Le métal est un excellent conducteur de chaleur. » Sans plus attendre, l'expert en survie retira son tricot, puis en enroula ses mains de nombreuses épaisseurs. Tout autour, on se redressa vivement, se bousculant parfois, afin de reculer pour se protéger d'une éventuelle brûlure. Trevor saisit la tige de ses mains protégées et en écarta les racines incandescentes du feu. Une vive chaleur irradiait de ce végétal hors du commun. Obnubilé, Albert, le scientifique du camp français, saisit le plus gros caillou des parages et le fit entrer en contact avec le métal ramolli. Ce dernier se modela selon les désirs du forgeron en herbe. Chaque coup de caillou façonnait les racines, qui, rapidement, ne devinrent plus qu'une boule de fer rougie. Dans un regain d'intérêt, Albert s'arma d'un second caillou et forgea cette extrémité avec précaution, l'étirant méticuleusement jusqu'à en faire une pointe. Il acheva son étirage au moment où le métal rougi revint à sa couleur naturelle, reprenant de sa rigidité. Trevor approcha la tige métallique de ses yeux en la relevant vers lui. Ce bambou, si l'on excluait les quelques branches qui l'ornaient et qu'il retirerait bientôt, avait tout l'air d'une véritable lance. « Je crois que nous avons trouvé notre moyen de capturer notre repas », se réjouit-il en tapotant l'épaule d'Albert de sa main libre. Ainsi, après de brèves salutations, chaque membre de la délégation franco-canadienne s'éloigna afin de vaquer à ses propres occupations. Désormais armé d'une pique, Trevor consentit à remettre son couteau de chasse à Alex. « Prends-en soin », lui dit-il en lui tendant le manche. « De toute manière, nous aurons bientôt des épées en notre possession », rétorqua-t-il avec un clin d'œil. Rejoint par Nelly et Thomas, Alex se dirigea ensuite vers leur abri, qu'ils avaient précédemment désigné comme étant cette grotte dissimulée derrière la chute s'écoulant dans le bassin. On y accédait en longeant la paroi de roc du réservoir et en baissant la tête pour se faufiler dans la cavité naturelle. Percée ici et là de trous laissant filtrer la lumière du jour, elle représentait l'abri idéal, à un détail près. « C'est beaucoup trop étroit », fit remarquer Nelly. « Jamais nous ne tiendrons 10 ici. » Alex fronça les sourcils.
Il était vrai qu'étendus sur le dos, voire de côté, à peine 6 individus pourraient s'y entasser inconfortablement. Tu as raison, il faut que nous trouvions un autre abri. Thomas, qui était resté à l'extérieur de la grotte tout en demeurant attentif à leur conversation, les appela alors. Je crois avoir une petite idée. Piqués par la curiosité, Alex et Nelly ne tardèrent pas à le rejoindre. Ils s'étaient écartés d'une vingtaine de mètres vers la forêt. Lorsqu'une ombre immense les couvrit soudain, les deux Canadiens levèrent la tête d'un même mouvement. Un arbre gigantesque s'élevait vers le ciel, dominant tous les autres d'une vingtaine de mètres, tout en étendant ses longues branches. À bien y penser, Alex se rappelait avoir aperçu un pareil arbre à son éveil sur la plage, sans toutefois y avoir porté l'attention qu'il méritait. Il s'agissait d'un feuillu à l'écorce ravinée de fissures épaisses. À ces feuilles larges comme des parasols étaient parfois attachées des fleurs multicolores et des fruits difficilement distinguables en raison de leur distance. Alex, saisi d'une fatigue à la nuque, baissa alors la tête vers Thomas. « Tu ne veux quand même pas dire… » ?»« Mais bien sûr !» le coupa l'intéressé, devinant déjà sa question. « Regardez ces lianes. » Debout près du tronc massif, il tenait en sa main droite une épaisse liane qui semblait monter jusqu'à la cime de l'arbre. De ses deux mains, il la tira vigoureusement vers le bas, afin d'en montrer la solidité. « Bon, d'accord, ce ne sera pas de tout repos, mais je suis sûr qu'on pourra utiliser un dispositif pour monter le nécessaire afin de nous construire un abri là-haut. » Il leva la tête à son tour, plissant les yeux. Difficile d'en être sûr, mais je remarque même une cavité, juste là, dans l'écorce, où a dû se trouver une branche arrachée il y a longtemps. Nelly, visiblement, était contre cette idée qu'elle jugeait saugrenue. « Monter là-haut ? Tu veux dire, chaque fois que nous aurons à chercher quelque chose, chaque fois que nous aurons à dormir ? » « Ah, mais nous pourrions construire une échelle pour y monter, » répliqua Thomas, songeur. « Pour en descendre, ce sera facile. Nous n'aurons qu'à nous laisser glisser le long de ces lianes, jusqu'à terre. » « Une échelle ?» répéta Nelly avec autant d'amusement que de mépris. Thomas agita ses mains afin de signaler qu'il s'était mal exprimé. Comme si la nature se montrait désireuse de lui porter secours, il aperçut non loin de ses pieds une solide aiguille dorée, semblable à un énorme clou. Celle-ci devait provenir d'un certain conifère qui, comme le bambou utilisé par Albert et Trevor, était d'apparence et de consistance métallique. À sa grosseur, elle laissait présager un pin aussi énorme que cet arbre sous lequel il se tenait alors. Le Français s'arma par la suite d'une pierre, avec laquelle il cloua l'aiguille directement dans l'écorce sans trop de difficulté. Sûr de lui, il posa alors son pied sur cette petite marche, qui soutint son poids en entier sans fléchir le moindrement. Satisfait, Thomas bondit au sol en se frottant les mains l'une contre l'autre. « Il nous en faudra peut-être une centaine comme celle-là, » lança-t-il pour convaincre Nelly. « Mais je suis persuadé que ces aiguilles seront faciles à trouver. Cette idée était-elle aussi bonne que semblait le prétendre le Français ? Certes, construire un abri dans un arbre à une pareille hauteur serait tout un exploit, mais il leur conférerait en revanche un refuge quasi inatteignable, une protection à nul autre pareille contre les envahisseurs, sans parler d'une vue incomparable de la mer et du continent. Même armés de scie à chaîne, des bûcherons mettraient des semaines entières à scier un tronc de cette grosseur. Leur seule faiblesse était le feu. Mais encore, cette écorce était si épaisse et rigide qu'elle était plus près de la pierre que du bois. Nelly finit par soupirer. « D'accord, mais je ne grimpe pas la première. Allons trouver ces aiguilles. » Trevor et Albert s'étaient rapidement liés d'amitié. Leur mésaventure sur la mer, au terme de laquelle ils avaient été rescapés par les Japonais, avait contribué à les rapprocher, en plus de leur passion commune et nécessaire pour la créativité et la survie en forêt. Profitant des braises encore chaudes, tous deux s'étaient forgé une deuxième lance, qu'ils brandissaient à présent, debout sur une souche affaissée, les supportant à moins d'1 mètre de la surface de l'eau. Certains des poissons qui nageaient sans se douter de la menace qui planait sur eux étaient de couleur semblable aux pierres précieuses qui ornaient les profondeurs du bassin naturel. De taille variant de quelques centimètres à près d'1 demi-mètre, ils rendirent impatients les pêcheurs en herbe dont les estomacs gargouillaient de plus belle. « Attends, il s'approche encore !» Trevor recula lentement le bras afin de prendre son élan. Son mouvement, quoique discret, fit bouger son ombre, qui survola le poisson. Soudain alerté,
ce dernier s'enfuit en battant vigoureusement de sa nageoire caudale. « Mais qu'est-ce que tu as fait? Je l'avais presque !» se plaignit Albert. « Parce que tu crois que je l'ai fait exprès. Je te rappelle que je ne vois que d'un seul œil. » Les deux pêcheurs ravalèrent leurs répliques réciproques, qui furent peu après expulsées en soupirs et grognements. « Là, un autre !» murmura alors Albert, comme si le poisson qu'il ciblait eût pu les entendre. Trevor n'avait pas eu besoin qu'on le lui montre du doigt. Depuis près d'une minute déjà, il suivait des yeux cette proie naïve, qui, sans surprise, était le plus gros poisson du bassin qu'il avait aperçu jusqu'alors. Avec cette fois plus de lenteur et d'attention, il fit reculer sa lance à dessein de profiter d'un élan suffisant. Les compagnons échangèrent un regard avant de plonger simultanément leurs lances dans l'eau. Les deux harpons sifflèrent, puis en raison de l'effervescence de bulles qui émana à la surface, il fallut une dizaine de secondes avant que l'onde s'éclaircisse et qu'ils constatent le résultat de leur deuxième tentative. « Où est-il » s'enquit Albert le premier. « Il s'est enfui » soupira Trevor en secouant la tête. « Nous l'avons raté. » Le résultat se fit d'autant plus évident qu'ils remarquèrent à travers l'eau cristalline leurs armes reposées tout au fond du bassin. « Ne me dis pas qu'il faudra aller les chercher chaque fois, » se plaignit le Français. « Je ne te le dirai pas, si tu le souhaites, mais c'est tout de même ainsi que nous devrons procéder. » Il tourna vers lui son visage sérieux, sur lequel il ne put toutefois empêcher un sourire en coin de se glisser. Le plus rapide serait de laisser l'un de nous dans l'eau, pour redonner le javelot au lanceur. Sachant déjà où voulait en venir le Canadien, son allié secoua la tête. « Je viens à peine de sécher, je n'ai pas du tout envie de me mouiller encore. »« Tu n'obligeras quand même pas un handicapé à faire cette tâche à ta place, » ironisa le borgne en pointant du doigt son cache-œil. « Justement, tu ne peux viser aussi bien que moi, c'est toi qui... » »« C'est faux. Il ne faut qu'un seul œil pour viser, et tu le sais très bien. »« Les gars, au lieu de vous disputer comme deux idiots, approchez-vous un peu par ici. » Les deux jeunes hommes jetèrent un œil interloqué en direction de l'autre extrémité du bassin, où se tenait Déborah, une main sur les hanches. S'il s'était agi de quelque autre individu, sans doute Trevor se serait-il fait un plaisir de répliquer d'une insulte, mais il se contenta, face à la spécialiste de l'arbalète, d'étirer ses lèvres. « Et pourquoi t'obéirions-nous » s'amusa-t-il à ses dépens. « Quand tu avais une arbalète, je me retenais de te contredire, mais maintenant, qu'as-tu pour me menacer ?» Albert les dévisagea tour à tour, ne sachant quelle part de vérité se trouvait au fond de ces échanges. À titre de premier argument, elle jongla habilement avec le couteau de chasse qui lui avait été prêté. « J'ai ceci » sifflota-t-elle avec un haussement d'épaules exagérément désinvolte. « Et puis, laisse-moi te rappeler que je suis la véritable chasseuse, ici. » À ces mots, Trevor se rappela qu'au sein de leur groupe, chaque individu avait une spécialité, ainsi qu'en témoignait originellement le contenu de leur havresac. Déborah avait eu en effet une arme de jet, ainsi qu'un couteau à son éveil dans le désert, bien que ces deux objets aient été égarés durant la traversée des steppes volcaniques, un jour plus tôt. Loin d'être impressionné, cependant, l'expert en survie consentit à longer le tronc affaissé pour rejoindre la Canadienne aux yeux bridés. À la fois curieux et inquiet, Albert le suivit, le sourcil inquisiteur arqué. Lorsque les deux Canadiens furent vis-à-vis, Trevor ne se gêna pas pour s'approcher de Déborah d'un pas lent et assuré. S'il avait espéré la faire reculer dans une tentative frondeuse de la déstabiliser, sa démarche n'eut pour effet que de les rapprocher davantage, la jeune femme n'ayant pas bougé d'un poil. Ils se dévisageaient à présent malicieusement, si près l'un de l'autre que leurs poitrines s'effleuraient. Les plissements d'yeux s'accentuèrent, et Trevor la crut sur le point de craquer et de s'esclaffer lorsqu'elle détourna la tête, se concentrant soudainement sur le bassin d'eau. « Voilà comment on s'y prend pour attraper des poissons », annonça-t-elle avec condescendance. « D'abord, on repère un recoin peu profond dans l'étendue d'eau. » Elle longea momentanément le périmètre du réservoir naturel jusqu'à atteindre un subtil creux. Chaussures retirées et pantalon levé jusqu'aux genoux, elle se glissa dans l'eau, prenant garde de ne pas glisser. La moindre erreur lui attirerait les moqueries excessives de celui qu'elle cherchait elle-même narquoisement à impressionner. Les deux jeunes hommes la regardèrent remuer pierres et cailloux sans daigner lui offrir une aide quelconque. Déborah s'évertua à former une enceinte sous-marine, faisant une cloison avec ses portions de terre immergées.
Il lui fallut quelques minutes avant de se redresser et d'essuyer ses mains sur les jambes de son pantalon. Et voilà! Ce fut cette fois Albert qui osa la questionner. Qu'est-ce que c'est? Une petite prison. Comme vous pouvez le voir, j'ai érigé un petit mur sous l'eau, qui s'élève jusqu'à la surface et relie ces deux portions de terre. Je n'ai aussi laissé que ce petit passage pour permettre aux poissons d'y entrer. Lorsque ce sera fait, nous n'aurons qu'à déposer un caillou, et ils seront pris au piège. Et comment comptes-tu les entraîner là-dedans? La questionna Trevor, bras croisés. Rien de plus facile. Vous sauterez à l'eau tous les deux, une branche dans chaque main, et n'aurez qu'à les effrayer jusqu'à ce qu'ils s'y rendent. Nouveau coup d'œil désespéré échangé entre les deux hommes. De toute façon, vous avez chacun une lance à retrouver, pas vrai? Les railla-t-elle, en pointant du menton les deux harpons reposant au fond du bassin, entre deux saphirs encastrés dans le roc turquoise. Trevor retira son tricot comme l'on agite le drapeau blanc. Déborah avait remporté l'argumentation, mais il n'allait certainement pas lui faire le plaisir de le lui dire à haute voix. Lorsque vint le temps de retirer sa ceinture et d'abaisser son jeans, l'expert croisa les yeux de Déborah, qui le regardait se dévêtir sans broncher. « Et quoi? Ne me dis pas que ça te gêne tout à coup, s'amusa-t-elle. Nous étions tous nus, il y a 1 heure à peine. Déborah, s'il te plaît. Oh non! Rétorqua-t-elle avec une étonnante résolution. Je vous ai appris comment faire, et je n'ai rien reçu en retour. Albert, visiblement mal à l'aise, choisit de s'écarter des Canadiens. Il repéra un bosquet, où il se dévêtit à la hâte sans s'attirer de regards indiscrets, puis plongea la tête la première. Les éclaboussures de son seau ne manquèrent pas d'asperger Trevor, qui grogna de plus belle, au grand plaisir de la chasseuse. « Je déteste quand mes dreadlocks sont mouillés, » maugréa-t-il à voix basse. « Cesse donc de ronchonner. » Il darda sur elle son œil noir, devant retenir à la fois l'envie de lui répliquer avec colère et celle de lui. Trevor secoua la tête, s'offrant un rire. Cette insolente l'exaspérait aussi bien qu'elle le divertissait. Il dut s'avouer secrètement que cette attitude avait pour lui un charme qu'il peinait à s'expliquer. Ses yeux plissés de malice, ce sourire éternellement en coin, cette tête inclinée. Un je ne sais quoi dans cet air et cette pose était ensorcelant. « Alors, c'est pour aujourd'hui » le rappela-t-elle à l'ordre. « Oh, je te rappelle que je n'ai pas que ça à faire. Vois-tu, je suis chargé de faire le guet aux alentours, afin de tous vous protéger. Ne me fais pas croire que tu sauras nous défendre avec ce petit couteau. Tu sais comme moi qu'il ne sert qu'à intimider les plus forts que toi, ajouta-t-il en lui offrant un clin d'œil. À ce stade, tu ferais mieux de prendre pour arme cette branche de métal, juste derrière toi. Déborah n'avait tourné la tête que depuis 1 seconde, lorsque le plongeon de Trevor l'éclaboussa à son tour. Cherchant vainement à paraître offusquée avec cette bouche béante et ses pupilles amusées, elle prit un caillou et le lança frivolement au baigneur qui l'évita de justesse en plongeant sous l'eau. « Ah, trop tard !» se réjouit Trevor, qui avait su se subtiliser à l'inquisition de Déborah, tandis qu'il s'était dévêtu en toute hâte. « Tu sais que l'eau est cristalline », renchérit la Canadienne, sachant piteuse sa réplique en raison des vaguelettes qui rendaient indistinct tout ce qui se trouvait immergé. Son attention se reporta alors sur les vêtements laissés sur l'herbe bordant le bassin. Un sourire fit saillir ses pommettes roses. La revanche s'annonçait plus facile qu'elle ne l'aurait espéré. William, prolixe, n'avait cessé de bavarder depuis qu'Eva et lui s'étaient éloignés du campement afin de chercher de quoi se mettre sous la dent. Il avait fait l'inventaire oralement de tous les champignons de la famille des agaricacées, oscillant entre les psaliotes et les amanites. Savais-tu que l'amanite vireuse, que l'on nomme ange de la mort en raison de sa blancheur et de sa beauté, est mortelle? Un seul champignon suffit à tuer un adulte. Le plus intéressant est qu'il y a plusieurs stades à l'empoisonnement. Le premier jour, la victime a des maux de ventre, des vomissements horribles. Mais il lui faut attendre jusqu'au 6e jour avant d'entrer dans la seconde phase, lors de laquelle son foie sera complètement détruit. Fascinant, n'est-ce pas? Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.